On va commencer sur l'IA, qu'on a appelé, le titre qu'on lui a donné, c'est IA, ombre et lumière. Il n'est pas question de traiter de l'IA en étant une solution magique à toutes les difficultés de la société, ni de traiter de l'IA comme le nouveau monstre qui va tout nous dévorer. Les choses sont autrement plus complexes. Alors, à mes côtés, je commence de la droite, mais ça n'a aucun rapport politique, par Cédric Villani, bon, tout le monde le connaît. Bien. Bien sûr. Au sein du Parti communiste français, le culte de la personnalité est une période révolue. Bon. Bien. Donc, Cédric Villani, tout le monde le connaît pour ses engagements humanistes, mettant, j'allais dire, les mains dans le cambouis. Dans ses titres actuels, il est toujours professeur d'université. Il a été, je pense que c'est important, aussi président du groupe parlementaire, de l'office parlementaire OPE-CST d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Merci Cédric. Voilà. Il est médaille Fields, équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Et quand j'ai parlé de ses engagements humanistes, eh bien, je me permets de dire que ce n'est pas la première fois qu'il vient à la fête de l'humanité. Et c'est finalement presque un hasard, mais il se trouve que ce bâtiment, l'avenue contiguë, s'appelle Josette et Maurice Audin. Et il a mené, et il mène, et il continue de mener un combat important au sujet de ce Josette et Maurice Audin, la reconnaissance de ces militants. Il est même maintenant président du comité en question, vu le décès de Pierre Audin. Bien, ensuite, à mes côtés, donc Justine Lipuma, qui est... merci. Bon, là pareil, je suis content. Cédric, je pense que tu es content qu'elle soit applaudie autant que toi, et c'est bien. Bon. Bon. Donc, Justine Lipuma est responsable d'une... on va l'appeler start-up, même si je déteste. Jeune pousse, merci, jeune pousse, je cherchais, merci. D'une jeune pousse en agroécologie qui utilise l'IA comme un outil permettant de parvenir plus facilement à des résultats fiables. Et il nous a semblé intéressant qu'elle puisse développer comment cet outil lui est utile. Ensuite, à gauche, vous avez donc Yvan Lavallée, qui est... donc, vraiment, absence totale de culte de personnalité. C'est un collectif qui travaille, ça fait plaisir. Donc, il est lui aussi professeur d'université maintenant émérite. Il est informaticien et il est le directeur de la revue progressiste avec laquelle nous pilotons ce débat. Moi-même, je suis un des responsables de la section du Parti communiste de Paris-Saclay. Voilà. Bien. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première question qu'on peut se poser, je la poserai peut-être d'abord à Yvan et peut-être toi, Cédric, tu peux revenir dessus. C'est ce terme d'IA, intelligence artificielle. En fait, il rebute à juste titre, me semble-t-il, un certain nombre de scientifiques et en tout cas les communistes, parce qu'il donne un petit peu un sens d'équivalence entre ce que peut développer l'IA et ce que développer l'intelligence humaine. Donc, sur ce sujet, quelques mots, s'il te plaît. J'ai toujours été étonné. De ce syntagme intelligence artificielle. Personne n'a jamais traduit intelligence service par service intelligent. Ça se saurait si c'était le cas. Et en fait, en 1957, l'informatique était naissante et on appelait ça le data computing. Et les Français ont inventé un terme. Et
on a inventé le data processing, pardon, et computing, et les Français ont inventé un terme qui est informatique, qui est repris d'ailleurs partout maintenant. Je trouve que ce serait quand même pas mal pour des latins d'inventer un autre terme qu'intelligence artificielle, parce qu'en anglais, artificial intelligence, les mots portent une culture. Et les Anglais sont ce qu'on appelle behavioristes, c'est-à-dire comportementalistes. C'est le test de Turing. Il suffit qu'une machine fasse des choses comme un humain pour qu'on dise elle est intelligente. Voilà. En un, l'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence. On va poser ça, comme ça, clairement, et on tient ça pour acquis. En deux, le débat sur la pertinence de cette dénomination intelligence artificielle, il est aussi vieux que la discipline elle-même, puisqu'on le voit déjà dans la conférence de Dartmouth, qui doit être en 56 ou 57, à peu près la même année que toi, Yvan, tu évoquais l'apparition de ce mot informatique et tout ça. Et déjà à l'époque, ils avaient compris que c'était pas pertinent. Mais bon, comme on sait, cette conférence Dartmouth, ils avaient un petit programme de recherche à faire et ils voyaient ça comme un truc de court terme. On va explorer comment on peut utiliser cette science naissance de l'informatique pour comprendre le fonctionnement de notre intelligence. Ça leur semblait être un petit projet de recherche qui ferait à quelques-uns. Ils avaient besoin d'un peu d'argent, peut-être dans la proposition, hein, dans la demande de subvention. Ils se sont dit intelligence artificielle, ça va être sympa pour attirer des fonds. Quoi, ils n'avaient pas forcément tort. En trois, tout en partageant ton avis, Yvan, sur le fait qu'il pose plein de problèmes ce mot, je pense que la bataille consisterait à avoir imposé dans le champ sémantique un autre mot porteur d'autres valeurs serait perdu d'avance. Vu l'ampleur, les millions, milliards de fois qu'on parle d'intelligence artificielle ici, partout, c'est pris, c'est là. Ok, c'est imparfait, mais acceptons-le. D'ailleurs, au passage, puisque tu parles de ces batailles sémantiques perdues, nous on a la chance que l'appareil qu'on utilise pour faire de l'informatique s'appelle un ordinateur, qui est un mot français, qui est un mot très bien. On est là pour ordonner, classer. Les anglo-saxons ont un mot qui est bien moins bon, computer, qui décrit beaucoup moins bien ce que fait un ordinateur. Mais quelqu'un qui irait là-bas et dirait on va changer computer en ordinator ou je ne sais pas quoi, se ferait sèchement rabrouer. Donc je pense qu'on va rester avec ça. Ok, c'est pas de l'intelligence, ça porte plein de narratifs bizarres ou mauvais ou inquiétants. D'ailleurs, les experts eux-mêmes ne se font pas appeler experts en intelligence artificielle entre eux. Ils se font appeler experts en sciences des données, en apprentissage automatique, en ceci ou cela, et ça leur va bien. Alors maintenant, le dernier point sur lequel je voudrais insister, pardon, intelligence artificielle, c'est impossible à définir précisément. Quand j'étais chargé par le gouvernement de faire ce rapport sur l'intelligence artificielle, en tout cas de le coordonner, ça a duré 6 mois entre 2007 et 2018, mon réflexe de mathématicien était bien sûr de me dire qu'il y aurait peut-être un chapitre 1 définition, comme on fait dans un cours de mathématiques. On fait d'abord la définition, ensuite viennent les théorèmes et tout ça. Et dès le début des auditions, qui ont été extrêmement larges et tous azimuts, j'ai compris que ce serait peine perdue d'essayer de mettre une définition précise. Il y a un mélange dans l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est à l'interface entre sciences des algorithmes, mathématiques, sciences des données, et dans lequel on s'intéresse aux algorithmes qui permettent d'effectuer certaines tâches qu'on aurait pu croire réservées aux humains. Mais j'insiste sur la subjectivité de cette définition. Un collègue spécialiste d'intelligence artificielle me dit un jour, tu sais, dès que tu fais une moyenne, tu peux appeler ça intelligence artificielle après tout. Tu calcules un nombre, et puis voilà, tu es d'accord, Yvan, après tout, stricto sensu, voilà, ça fait une tâche, apprécier la valeur moyenne que dans le temps on faisait, éventuellement avant d'avoir l'opération précise, on faisait ça au pif. Et il y a un autre aspect qui est fondamental, c'est que dès que votre algorithme marche bien, et que vous avez confiance en lui, eh bien on arrête de l'appeler intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est comme si c'était le front mouvant de ce qui marche presque ou à peu près, dont on sent qu'il marche, qui attire l'attention des scientifiques et des décideurs. C'est là l'intelligence artificielle. Mais je vous prends un exemple.
Pourquoi on est là autour et qu'on parle d'intelligence artificielle, et pourquoi chaque jour que Dieu fait, je reçois un message me demandant de participer à une revue ou une convention ou un article ou qui sait quoi sur l'intelligence artificielle. Parce que il y a un an ou quelque chose comme ça est sorti ChatGPT et que les grands modèles de langage, comme on dit, très efficaces pour engendrer du contenu pas forcément vrai mais plausible, avec une forme qui vérifie ci ou ça, ont juste ébloui ou inquiété, terrifié tout le monde. Je vais te la reprendre. Et oui, je parle un peu comme ça. Ouais, j'ai l'habitude. Oui, je suis en train de t'exploser ton emploi du temps. Je vais rester plus silencieux après. Mais c'est ça, la double casquette du prof et de l'universitaire, ça fait de l'universitaire et de l'ancien député, ça fait deux raisons d'être bavard. Et donc ça détruit tout. Mais juste, je vais attirer votre attention sur un autre truc. Donc là, tout ce qui est sur le devant, on parle d'IA, on pense à cette IA générative qui fournit des textes, qui fournit des images. Mais pensez à un autre truc qu'on a complètement oublié et qui, il y a 30 ans, était un graal d'intelligence artificielle, la traduction automatique. Il y a 30 ans, vous aviez des gens qui passaient leur vie entière, leur carrière, à trouver quels algorithmes pour faire la traduction. Aujourd'hui, c'est admis, c'est accepté. Je veux dire, la traduction automatique, elle se fait en appuyant sur un clic, sur Twitter, sur Google, où vous voulez. Et plus personne ne le met en débat. Il n'y a pas des grands débats sur l'IA et que ça, et sur la traduction automatique et tout ça. Pourtant, c'était à l'époque considéré comme un front de l'intelligence artificielle. Le front s'est déplacé, et maintenant, ce qui est dans le débat public et l'intelligence artificielle, c'est autre chose, qui est en mutation, en gestation. Donc, on voit bien que derrière cette IA, il y a plusieurs conceptions. Toi, tu dis qu'une fois que le fond des connaissances, l'utilisation est assez avancée, ça finit par perdre son aspect intelligence artificielle. Merci pour cette façon de voir les choses. Alors, il y a un élément qui est important dans le débat public, c'est qu'on voit bien qu'une partie des inquiétudes est liée à l'IA, ce qu'on appelle l'IA générative. En particulier, alors je voudrais, peut-être que Cédric, de façon concise comme tu sais aussi le faire. Non, Justine, elle va. Justine, attends, on s'entend bien. Justine, elle va expliquer comment l'IA lui est utile dans son travail, dans son entreprise. C'est autre chose. Donc c'est après Justine. Bon. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse expliquer au public en quoi l'IA générative est différente de l'IA non générative et en quoi on peut ou on ne peut pas freiner les excès de cette forme d'IA générative par la création de produits, d'images qui tendent vers les fake news. Hein, parce que là, il y a une crainte qui peut être, qui de mon point de vue est justifiée, sauf que je pense qu'on peut contrer ça. J'aimerais que tu interviennes sur cet aspect, et uniquement celui-là, si tu veux bien, donc IA générative. Merci. Bien, chef. Alors, d'abord, IA générative, qu'est-ce que ça fait? Gardez en tête, c'est pas complètement vrai, mais c'est assez parlant, qu'on va décomposer l'IA en 3 grandes catégories d'apprentissage. La vraie question, c'est l'apprentissage. Première catégorie, apprentissage sous forme de règles. Vous appelez ça ontologique, vous appelez ça système expert, vous appelez ça savant, comme vous voulez. C'est la même forme que quand un professeur à l'université vous dit voilà le sujet et voilà ce qui est important de savoir. Dans ce système d'IA, vous programmez l'IA en disant telle et telle règle, si et ça, alors ceci, sinon ça, alors, avec un arbre logique. Deuxième catégorie, apprentissage statistique. Vous apprenez par l'exemple répété tant et tant de fois. Comme un enfant qui apprend la langue, qui ne comprend rien à la grammaire, donc aux règles du langage, mais qui entend ses parents, ses frères partout parler, et qui par l'exemple apprend. Troisième exemple, l'IA par renforcement, qui explore les configurations, qui, face à un problème de jeu de Go, va explorer toutes les possibilités, ou face à un problème de texte, va par exemple explorer 10 000 façons d'écrire un texte qui sont des variantes, et jusqu'à, dans ce travail solitaire, voir lesquelles sont les plus intéressantes. De la façon que vous allez travailler votre sujet en recherchant, en expérimentant. Toute IA aujourd'hui est une combinaison de ces trois-là. L'IA générative est surtout au confluent de la deuxième et de la troisième, beaucoup de renforcement et beaucoup de statistiques. Et cette IA générative, elle s'attache à produire
au vu des exemples, mais aussi en explorant des textes, des images, des produits qui sont extrêmement proches de ce qui existe déjà, mais adaptés, avec des conditions de style, avec des conditions de logique et de connexion entre les uns et les autres. Et un peu, et ce sera mon dernier exemple, comme si, imaginez, vous êtes prof et vous voulez apprendre à un élève à faire des beaux textes, en commençant en lui présentant des textes à trous. Voici un texte, devine quel est le mot qui vient là-dedans et qu'on va mettre. Et ce mot, il faut qu'il soit le bon style, le bon champ sémantique, etc. Au fur et à mesure que votre élève est de plus en plus aguerri, vous lui faites un texte où il y a des phrases qui manquent. Et il va retrouver les phrases en piochant à travers tant de textes. Et puis au fur et à mesure qu'il est de plus en plus aguerri, vous lui dites, et maintenant fais ça en t'inspirant du style de machin, ou traduis avec le style machin, en faisant des imitations, des pastiches, jusqu'à ce qu'il soit extrêmement fort, et vous lui dites, voici la première phrase d'un texte de Lénine, réécris-le-moi comme si ça avait été à la mode d'un rappeur d'aujourd'hui, de sorte que le texte, etc., etc. C'est ça que fait une IA générative. Et ça s'avère ultra efficace. Comme dans les activités humaines, nous sommes sans arrêt en train de produire des documents et des textes, des grands discours pour convaincre les gens, des images percutantes pour passer ce qui est vrai ou qui ne l'est pas, des exemples, des contre-exemples. Ça s'invite dans tous les domaines, le légal, l'associatif, la bataille culturelle, mais aussi la rédaction de contrats. Évidemment que ce sont ces IA génératives de grandes forces d'appui pour convaincre, réduire, réécrire, résumer, qui peuvent servir aussi bien les gens porteurs de bons intérêts, comme vous et moi, que les gens qui sont porteurs de mauvais intérêts ou qui sont juste des incompétents. Et qu'en fonction de qui l'utilise et au service de quels intérêts, ça peut être très profitable ou très négatif. Merci, merci. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, je voudrais dire deux mots quand même. C'est que l'IA, fondamentalement, c'est de l'algorithmique. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, c'est bien, c'est bien. Ça va là? C'est fondamentalement de l'algorithmique et elle est née à partir de ce qu'on appelle le mur de la complexité. Par exemple, si vous voulez faire jouer un ordinateur aux échecs et examiner tous les cas possibles, il y en a un suivi de 110 zéros, ce qu'on appelle 10 puissance 110. Pour faire jouer au Go, si vous voulez explorer, je dis bien si vous voulez explorer tous les cas possibles, c'est 1 suivi de 600 zéros, c'est-à-dire plus que le nombre d'électrons dans l'univers, dans tous les cas. Et pourtant, en 90, même un peu avant, j'avais dit un ordinateur, un jour, sera champion du monde des échecs. Bon, on m'a dit, t'es malade, c'est un truc typiquement d'homme, enfin d'humain et tout. Bon. Or, on a mis au point des algorithmes qui s'appellent, bon, pour rentrer dans le détail, alpha, bêta, SSS, étoile, ainsi de suite, qui permettent de jouer aux échecs sans énumérer énormément, mais qui sont basés sur l'expertise humaine. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est basé sur l'expertise humaine. Pour ce qui est du jeu de Go, on a agi autrement. On a fait jouer l'ordinateur contre lui-même. 200 millions de parties, il a joué. Si au bout de ça, vous avez un ordinateur qui fait 20 milliards d'opérations par seconde, vous le faites tourner pendant 8 heures. Si au bout de 8 heures, il n'a pas trouvé des réponses, c'est qu'il y a vraiment un problème de fond. Voilà, donc il faut prendre la mesure de la chose. Hein. Comme le dit Cédric, il a raison, utiliser le terme intelligence artificielle, c'est vendeur. Et il y a besoin de crédit dans les labos, hein. C'est aussi ça qu'il y a. En fait, c'est de l'algorithmique qu'il y a derrière. Et il y a un terme qu'il faut retenir, parce que c'est vrai en algorithmique, mais c'est vrai un peu partout, c'est que c'est probablement approximativement correct. Cette formulation, c'est ce qui, je dirais, pour moi, ça résume la démarche de l'intelligence artificielle, mais pas seulement.
J'ai traduit un livre de l'anglais qui s'intitule comme ça, de Valiant, qui est un grand algorithmicien. Je veux dire, le darwinisme, c'est ça. C'est l'auto-adaptation. Alors, quand même, j'aimerais bien que vous répondiez rapidement à la question de l'inquiétude sur les images trafiquées et l'utilisation d'images trafiquées, faisant entre autres croire qu'un individu a tenu tel et tel discours, propagé sur l'ensemble des réseaux sociaux, et on sait très bien qu'une information fausse, si elle est diffusée massivement, elle prend malgré tout un poids fort dans la société. Comment voyez-vous la possibilité de contrer ce chose-là? C'est vrai, on pourrait diffuser une vidéo de François Périnée appelant à envahir les préfectures ou quelque chose comme ça. Et tout ce qu'on veut, à vrai dire. Bah, c'est faire partie de la vie. Et ça va pas être simple de gérer ce genre de choses. On aurait pu le prévoir. À preuve, les premiers à m'avoir parlé de ça, c'est quand j'étais étudiant en mathématiques à Normal Sup et que le soir d'une boum commune avec les élèves de l'école des Arts Déco juste à côté, ces jeunes artistes qui étaient là, entre deux passages dans la sono et tout ça, sont mis à m'expliquer comment viendrait le moment où les algorithmes mathématiques seraient si sophistiqués que ça produirait des images et des textes qui rendraient impossible l'exercice de la démocratie, parce qu'impossible le fait de savoir le vrai ou le faux. Moi, je connaissais les algorithmes, mais je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Et ces étudiants en art déco étaient en train de m'expliquer avec 30 ans d'avance ce qui allait advenir bien mieux qu'aucun de mes enseignants de sciences ne me l'a fait par la suite. Ce qui montre bien que c'est pas tant aux algorithmiciens qu'il faut demander la solution, mais aux experts de sciences politiques, aux experts de biais cognitifs, à ceux qui savent, qui essaient de savoir comprendre comment nous autres on fonctionne, certainement pas en tant qu'individu rationnel, mais en tant qu'individu extrêmement émotif et basé sur nos sensations, nos impulsions. Oui, ça va poser un gros problème, mais on a déjà tellement de problèmes. Encore un de plus. Alors, pour aller un petit peu dans le même sens que celui développé par Cédric, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse par exemple à la photo et à la peinture, et à l'adage qui disait « je ne crois que ce que je vois ». Et en fait, dans la réalité, on sait petit à petit que ce qu'on voit n'est pas forcément quelque chose de crédible. Tous ceux qui ont utilisé un appareil photo numérique savent qu'au moins on peut transformer complètement la réalité enregistrée dans un premier temps dans la mémoire et faire donc d'une réalité une image tout autre. Quand c'est une peinture, on sait d'avance que elle va transmettre une sensibilité particulière par rapport à la réalité. Mais quand c'est une photo, c'est, j'allais dire, un peu pareil. Et même une photo argentique, donc numérique, non traitée, on sait très bien que la façon dont elle est cadrée, la façon dont on met en valeur tel ou tel sujet, peut déformer la réalité, ou en tout cas en montrer un regard très subjectif. Donc ce qui me semble important, c'est que tous les humains, tous les citoyens soient au courant que même ce qu'on voit, il ne faut pas le prendre comme parole d'évangile, si on peut dire, hein, je crois. Et donc en fait, ou parole du capital si tu veux, bon, je crois qu'en fait la réponse à ça, c'est essentiellement la formation à l'esprit critique de l'ensemble des citoyens, et qu'ils aient systématiquement comme réflexe, attention, je veux connaître la source et je veux confronter les choses. On pourrait ceci dire, obliger tous ceux qui utilisent, qui propagent des images, qui sont des images créées par IA, à ce que soit incrusté dans l'image, produit par IA. Ça aiderait peut-être aussi les gens y voir plus clair. Bon, c'est peut-être un truc technique un peu simpliste. J'ai lu aussi quelque chose sur ce sujet où, pour revenir à l'exemple de l'appareil photo numérique, la possibilité de truquer une image, on s'en aperçoit bien quand on utilise soi-même un appareil numérique. Si on n'en a jamais utilisé, c'est une information qui est donnée de l'extérieur. Donc, donner la possibilité à l'ensemble des citoyens, non pas de devenir
des grands utilisateurs de l'IA, mais mieux en comprendre le fonctionnement et triturer quelques petites choses dans ce sens-là, ça peut aider aussi. Alors, je ne vais pas être plus bavard que ça, parce qu'on a un temps à respecter. Encore qu'on n'a pas de débat derrière nous, hein, donc on pourrait tirer un peu sur la ficelle. On verra, on verra. Oui, j'aurais surtout pas dû dire ça, c'est vrai qu'en fait, excusez-moi. Bon, donc, on va maintenant, si vous voulez, passer un exemple concret, parce que je pense que c'est de cette façon-là que l'ensemble de l'auditoire et moi-même percevront mieux comment l'IA peut être utilisée pour une cause, j'allais dire, environnementale, donc utile au développement de la société. En tout cas, c'est mon point de vue de communiste sur le sujet. Je donne donc la parole à Justine Lipuma, qui est donc responsable d'une jeune pousse qui utilise l'IA dans le cadre de ses travaux d'agroécologie. Elle va vous exposer pendant une petite dizaine de minutes pour que les choses soient claires, qu'on vous donne tous les éléments, que ce ne soient pas des choses balancées comme ça à prendre telles quelles. Voilà, la parole est à elle. Merci. Oui, donc effectivement, donc je représente Mycophyto, qui est une jeune pousse. C'est vrai, j'aime bien ce terme, j'avais pas forcément pensé. En plus, ça nous va bien puisqu'on travaille avec des plantes. Et notre enjeu, il est de travailler sur la régénération des sols, la revitalisation des sols, parce que oui, on l'a peut-être oublié, mais les sols sont vivants. Un quart de la biodiversité terrestre est présente sous nos pieds. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de travailler sur les enjeux environnementaux, mais aussi plus largement que ça, je pense, puisque l'agriculture est face à de très nombreux défis aujourd'hui. Il y a un enjeu de décarbonation de l'agriculture, de réduire les besoins en engrais carbonés notamment, l'utilisation d'intrants chimiques. Et il faut également qu'on arrive à nourrir. Donc il y a cet enjeu de souveraineté alimentaire, on l'a encore vu récemment, qui, pas très loin de chez nous, peut être un vrai sujet. Donc on doit arriver à produire mieux avec moins. Puisqu'on a enfin un dernier sujet qui n'est pas des moindres, c'est le sujet du changement climatique et de l'accès à l'eau. Or, l'agriculture a besoin de 70 à 80% en eau. Donc c'est le secteur qui est le plus touché par ce manque d'eau. Et donc pour faire ça et pour répondre à ces défis qui sont colossaux, à mon sens, il faut commencer par arriver à regarder ce qui se passe dans la nature. Donc l'enjeu de Mycophyto, ça a été de s'inspirer de ce qui se passait dans la nature, mais aussi d'acquérir de la connaissance, puisque la science peut permettre, avec du développement derrière, de proposer des solutions. Et là, on a découvert qu'il y avait des associations qui, à 450 millions d'années, donc a priori, ça a dû faire ses preuves si ça a tenu jusque-là, entre des champignons microscopiques qui sont présents dans le sol et les plantes. Ces champignons, ils vont venir se développer autour des racines des plantes et faire, alors je vais essayer de vous donner cette image que mon ami Eric Orsena m'a donnée pour bien comprendre ces champignons. Ils vont faire un réseau d'ifs qui vont être une quantité de bras avec des mains au bout qui vont permettre aux plantes de capter des éléments nutritifs beaucoup plus loin, beaucoup plus efficacement, et donc elles vont être mieux nourries. On va booster leur défense immunitaire et puis on va avoir des réserves d'eau à proximité de leurs racines. Donc cette symbiose, cette association bénéfique permet aux plantes d'avoir plus de fleurs, plus de fruits, avec moins d'eau, moins d'engrais et moins d'intrants. Ça paraît magique, et c'est ce qui se passe dans la nature, dans les forêts par exemple. Quand on est sur un terrain agricole, pire encore dans les espaces verts de nos villes, on a eu une perte de biodiversité. Ces organismes-là sont ou totalement absents, ou sous un seuil tellement bas qu'on perd l'efficacité qu'ils pourraient avoir. Et c'est là où on rentre en jeu, où notre idée a été de développer des solutions qui intègrent et qui permettent de faire remonter le seuil de ces champignons mycorhiziens pour que les bénéfices soient apportés au sol et à la plante. Parce qu'il y a aussi le sol, ces champignons vont permettre à tout un tas de bactéries, un écosystème entier de se mettre en place autour d'eux, et donc on va vraiment régénérer ces sols. Alors pour faire ça, on estime aujourd'hui qu'il y a 300 espèces de ces champignons mycorhiziens capables de s'associer avec plus de 85% des plantes terrestres. Eh bien, imaginez s'il avait fallu qu'on aille avec notre petite pelle faire des trous partout pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y avait, de tester tout un tas de combinaisons possibles et de tester cette efficacité, cet impact au champ ou en laboratoire. Le temps pour ça aurait été bien trop important. Donc il a fallu à la fois intégrer différentes technologies, de la biologie moléculaire, de la biochimie, de la génétique. Mais il a aussi fallu, pour avoir un impact, la mission de Mycophyto qu'on s'est fixée, c'est d'être une entreprise à impact et donc de pouvoir accompagner un maximum d'agriculteurs dans le changement.
pour avoir de l'impact, pour faire du volume, là on a utilisé l'IA comme un outil pour nous permettre finalement d'être en capacité de diagnostiquer ces sols. Comme on le fait sur des maladies, il faut qu'on arrive à poser un diagnostic sur un sol. Moi, je ne cherche pas les cellules avec des lésions, je cherche des cellules de champignons. Et pour ça, il y a ces histoires d'images, effectivement. Alors, on passe beaucoup de temps derrière un microscope, mais ce n'est pas suffisant pour tout. Donc, il y a un enjeu de numériser ces images pour arriver à détecter plus rapidement ces champignons. Et il y a un enjeu d'algorithme aussi. Alors moi, je suis microbiologiste de formation initiale, donc je suis la moins algorithmée de la table. Mais on a fait un partenariat de recherche avec l'INRIA, avec l'intelligence artificielle de Sophia Antipolis, pour arriver à prédire quelles sont les espèces de champignons qui devraient être présents dans un contexte, c'est-à-dire un sol, un type de climat et puis une plante. Donc basé sur des dizaines de bases de données de typologie de sol, de microbiologie des sols, de climat et de plantes, on est capable de prédire quels devraient être probablement les cocktails d'espèces les plus adaptés. Et ensuite, par d'autres technologies, on arrive à amplifier ces champignons, à avoir déjà des banques. On a un conservatoire, on a un des plus gros conservatoires européens en espèces de ces champignons-là. Et donc on développe ces solutions qui vont pouvoir être appliquées par les agriculteurs. Mais une fois qu'ils les ont, comment ils savent si ça a un impact ou pas? Comment leur dire, oui, je vous ai mis des champignons, mais vous ne les voyez pas à l'œil nu, vous inquiétez pas, ils sont là. C'est difficile quand on travaille sur l'invisible. Et donc là encore, on a développé des outils avec une autre start-up issue de l'INRIA, Dilpix, qui par des analyses d'images sur les plantes est capable de détecter la présence des champignons, mais aussi l'impact, c'est-à-dire de voir si on a joué sur la nutrition de la plante, mais aussi voir si elle est en carence. Est-ce qu'il y a une carence nutritionnelle? Est-ce qu'il y a une maladie sur cette plante? Si l'agriculteur, en prenant des images de ces plantes qu'il va tous les jours aller regarder de toute façon, il est capable d'avoir en amont un diagnostic très précoce, et bien comme pour nous, plus on diagnostique tôt les carences et les maladies, mieux on sera capable de les soigner, et plus on pourra faire du traitement de précision, c'est-à-dire arrêter de mettre des doses énormes de produits chimiques, mais donner une dose très précise d'un concept biologique au bon moment, au bon endroit. Merci, je pense que c'était clair. Hein. J'ai cru lire dans ce que vous aviez écrit déjà que, alors je ne sais plus si c'est un objectif déjà réalisé ou uniquement un objectif, que, alors donc objectif ou déjà réalisé, vous pensiez pouvoir réduire de 20% l'utilisation de l'eau. Je me trompe ou pas? Non, on a déjà été capable de démontrer, notamment sur de la vigne, en période de sécheresse, qu'on arrivait à avoir 20% d'eau en plus à proximité des plants de vigne qu'on avait traités par rapport à des plants non traités. Alors on n'a pas créé de l'eau, mais on a permis à cette eau d'être piégée et disponible et réutilisée pour la plante, ce qui dans un contexte où les vignerons avaient perdu jusqu'à 40% de rendement, et bien là, ils n'ont pas eu cette perte de rendement sur les plants qu'on avait traités. Vous voyez, c'est pas de l'utopie, c'est de la réalisation pratique. Je pense que c'est intéressant. Alors maintenant, là on a vu donc l'intérêt dans ce cas spécifique. Est-ce que vous pouvez, soit toi Cédric, soit toi Yvan, nous... Mais non, il est éteint celui-là. Ah non, ouais, tu veux le prendre, d'accord, mais j'ai pas tout à fait fini. Mais après je peux plus te le retourner. Oh, oui, allez, c'est bon. Bon. Donc je reprends. Est-ce que vous pouvez donner au public quelques exemples complémentaires d'utilisation positive en médecine, en génétique, de l'utilisation de l'IA? En détend, je ne sais pas si tu veux qu'on en fasse qu'on accélère, mais d'abord un petit commentaire. On dit souvent, et c'est vrai, en matière écologique ou agricole, où les gros enjeux sont biologiques, chimiques, physiques, ne sont pas les domaines d'application immédiats auxquels on pense de l'IA. Et globalement, pour l'instant, il n'y a pas de doute que si on fait le bilan des impacts positifs et négatifs de l'IA sur l'écologie, pour l'instant, ça penche plus du côté du négatif que du côté du positif, sans aucun doute. Mais ici, on a un cas d'école dans lequel la recette à la fin est une recette biologique,
et où c'est vraiment avec l'usage d'outils biologiques pour aider de la façon la plus respectueuse, la plus écosystémique un problème biologique qui se pose, l'IA intervient juste pour donner la connaissance qui permet d'accélérer la mise en œuvre physique. Et dans cette chaîne où il y a besoin de faire l'analyse et le diagnostic, puis l'action, c'est chacun dans son rôle. L'IA qui est très bonne à tourner de l'information le fait, et ça ne nous empêche pas d'avoir les bonnes actions vertueuses au plan physique, au plan biologique. Plusieurs des exemples que je donnerai seront aussi là-dedans. Exemple, diagnostic médical. Aujourd'hui, sur certains cancers, certaines maladies, l'IA donne un diagnostic de façon plus sûre que les meilleurs humains. Toujours en médecine, vous avez des algorithmes qui, face à une opération délicate, peuvent contrôler sur certains moments clés de l'opération que tous les schémas, toutes les consignes ont bien été suivies, que tel organe a été dégagé, que telle partie graisseuse a été sectionnée, etc. etc. Avec plus d'ailleurs en mode logique qu'en mode apprentissage. Un exemple complètement différent, allez, je prends un exemple du côté complètement différent et qui paraîtra un peu léger peut-être, mais qui est bien adapté à cette audience politique. Il n'y a pas longtemps, un groupe de militantes écolo italiennes m'explique qu'elles ont trouvé le bon moyen de paramétrer leur ChatGPT ou autre pour que dans le dialogue, vous savez, vous avez le curseur, vous dialoguez, il se comporte exactement comme si c'était un réactionnaire ronchon. Ça leur permet de s'entraîner à la bataille culturelle. Voilà, je présente mon truc, on a le machin qui répond, et tac, 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 et de sorte qu'avant de passer à la radio, j'ai pu faire le sparring partner avec tous les éléments. Ouais, je te donnerai les éléments, tu auras ton IA bien programmé, tout comme il faut. Voilà. Encore un autre exemple. L'IA a été utilisée avec succès par les technocrates de Bercy, comme on les appelle, pour repérer tout un ensemble de propriétaires qui n'avaient juste pas déclaré leur piscine. Mais en croisant les données du cadastre, les données de déclaration, etc., pac, vous avez comme ça des quantités de piscines non déclarées qui ont pu être récupérées et de l'argent rentrant dans les caisses de l'État sans que personne n'y trouve vraiment à redire. Bon. Un dernier exemple que je vais vous exposer dans le cadre de... allez, on va prendre dans la grande misère de services publics ici et là, où vous avez, imaginez vous savez la situation que vous pouvez avoir dans certains cas de services des urgences engorgés et où les quelques humains qui sont là sont incapables d'assurer une relève, analyse en temps réel suffisante des appels qui arrivent. Tout en gardant en tête que la bonne solution là-dedans est un enrichissement de l'humain, je ne vois pas, ce sont des choses qui se pratiquent aujourd'hui dans certaines expériences en IA où l'algorithme, en fonction de l'appel qui a été reçu, qui a été déposé sur répondeur, analyse quel genre de symptômes, quel genre de ton de voix pour dire attention, là il y a un truc, il faut le regarder en ultra priorité et que ça passe au sommet de la pile des 36 messages qui ont été reçus, permettant ici d'alléger un peu la pression sur les épaules et d'éviter qu'il y ait juste quelqu'un qui soit dans une situation de détresse extrême, en danger de mort, perdu au milieu de choses qui étaient bien moins sérieuses. Voici tout un ensemble d'exemples variés. On peut multiplier. Merci. Alors maintenant, un autre sujet qui est lié. Oui, d'ailleurs, tu as prononcé le mot, algorithme. C'est de l'algorithmique tout ça. C'est pas... Enfin, le terme intelligence artificielle, c'est aussi pour ça que je le conteste pas mal. C'est que, en fait, ça masque la réalité de l'informatique qui est derrière. C'est de l'algorithmique, des réseaux et des bases de données. Mais fondamentalement, du point de vue de la démarche, c'est de l'algorithmique qui est derrière. Alors c'est une algorithmique un peu particulière, c'est vrai. Notamment qui utilise des aspects probabilistes, ce que je disais tout à l'heure, probablement, approximativement correct. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour donner un exemple, un vieil exemple d'ailleurs, mais à l'époque on disait pas que c'était de l'intelligence artificielle, ça a été le décodage du génome. Le décodage du génome, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et on a réussi à le faire en mobilisant tous les ordinateurs du CNRS quand les gens, et de certaines universités, quand ils étaient vides. C'est-à-dire quand les labos étaient vides. La nuit,
et pendant les vacances. Et on a mis tout ça en réseau. C'est grâce au professeur Crochemort, d'ailleurs, qui s'appelait, qui a dirigé cette opération, qu'on a pu faire ça. On n'a jamais parlé à l'époque d'intelligence artificielle. Or, fondamentalement, aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait. Donc, moi, je suis très... On l'a bien compris. Alors, maintenant, un point qui est quand même central, qui intéresse toute la société, et je dirais qui intéresse aussi particulièrement les communistes, qui attachent de l'importance à ce que se développe un travail non aliénant et émancipateur. Bon. Or, aujourd'hui, l'IA peut être perçue comme uniquement pourvoyeuse de futurs chômeurs. Comment voyez-vous l'évolution de l'emploi, des différents types d'emplois, en fonction du développement de l'IA? Quels emplois sont appelés à disparaître? Quels emplois nouveaux sont appelés à apparaître? Et quelles transformations pour des emplois existants? Oui, bah nous on est un peu concernés dans ce sujet. Effectivement, alors nous on est une entreprise de 25 personnes aujourd'hui. On est amené à se développer encore et à grandir. Et ce que ça change sur l'emploi, moi ça m'a permis d'arriver à avoir moins de turnover en fait sur certains postes qui étaient très redondants en termes d'analyse. Certains postes de techniciens de laboratoire qui ne font que regarder 1 million de fois la même image toute la journée, on a du mal à les garder dans la durée parce que c'est très redondant et c'est assez fatigant, etc. Le fait d'avoir intégré de l'IA sur certains aspects nous a permis que ces techniciens de laboratoire soient plutôt sollicités pour de l'analyse fine ou du diagnostic que vraiment accumuler des images de manière assez mécanique en fait. Donc ça a permis vraiment, je pense, de revaloriser leur poste. Ça a permis aussi de créer de nouveaux emplois chez nous dans l'équipe R&D, avec l'arrivée d'ingénieurs base de données, d'amener de la pluridisciplinarité aussi. On était initialement une équipe très de biologistes et d'agronomes. Et on a du coup maintenant fait rentrer des informaticiens, des chimistes, mais aussi des gens qui venaient des bases de données, presque des mathématiques également. Et cette interdisciplinarité, moi je trouve que c'est une vraie richesse, parce que du coup, avant ils ne seraient pas forcément venus, parce qu'à partir du moment où on faisait que de la biologie, entre guillemets, on aurait eu du mal à leur trouver une place. Là maintenant, on arrive à avoir de nouveaux profils qui enrichissent cette équipe, je trouve. Donc moi, dans mon cas, c'est plutôt quelque chose qui permet de créer de l'emploi, qui permet aussi à mes salariés d'avoir envie de rester, d'évoluer, plutôt que de la perte d'emploi. Premièrement, il y a plein d'études sur les emplois qui vont disparaître, pas disparaître, être modifiés, bouleversés et tout. Aucune n'est fiable. Les quelques-unes qui sont là depuis un certain temps sont là depuis suffisamment longtemps pour qu'on voit que leurs prédictions ne se sont pas réalisées. C'était Osborne et Frey il y a peut-être 10 ou 15 ans et tout ça. Il y en a encore aujourd'hui sans arrêt qui paraissent, de grands cabinets de conseil ici et là. Ce sont des choses où il y a tellement d'inconnus sur la façon de l'interface entre l'humain et l'outil, l'interface entre la société et les outils, que juste aucune n'est fiable. Est-ce pour autant que il ne faut pas s'inquiéter, il y aura de la création d'emplois, ou juste il faut s'inquiéter, il y aura de la destruction? Ça va être un peu des deux, et ça va analyser tel ou tel. Je vais juste traiter 2 exemples. Premier exemple qui a été très commenté, celui de l'expert en analyse d'images médicales, radiologue. Très commenté comme un exemple de métier technique d'aujourd'hui qui pourrait être menacé par IA. Et on comprend pourquoi, on le range dans les métiers qui peuvent être menacés. Radiologue, le bon radiologue, il regarde l'image, il dit ah, là il y a une fracture, là il y a ceci, là il y a un machin qui est caché, etc. Bon. Et puis, il y a une telle performance aujourd'hui des algorithmes qui ont des bases de données de millions d'images et qui peuvent en tirer des diagnostics qui ont pris rare, qu'on va se dire il y aura un algorithme à la place du radiologue. Ça c'est une vision trop courte et j'y crois pas du tout. Premièrement, le radiologue c'est pas un service immatériel ou rendu par un cabinet de conseil, c'est quelqu'un qui est dans votre équipe, dans votre hôpital. Il est connu par les autres services, les autres experts, les autres spécialistes lui font confiance. Le patient lui fait confiance. Si vous avez une notion de confiance, ne faites pas confiance à un algorithme, à moins de l'avoir juste
pratiquez, vous pouvez faire confiance soit à quelqu'un, qui vous avez confiance en tant qu'être humain, soit en une marque que vous respectez, soit en une habitude. Vous avez utilisé votre tel ou tel, je sais pas, véhicule ou tel algorithme, un Waze par exemple, pour vous donner le chemin tellement de fois que vous avez confiance, même si vous savez vraiment qui est derrière. Et dans le cas quand vous êtes en milieu hospitalier, vous avez besoin d'être rassuré, de vous raccrocher à quelque chose, la personne qui va être là, vraiment la marque de l'hôpital et quelque chose comme ça, quelqu'un à qui vous raccrochez. Et puis, vous aurez besoin, si votre équipe, si l'équipe de l'hôpital veut être au niveau, d'avoir quelqu'un qui connaît bien les deux versants, le versant algorithmique et le versant imagerie médicale, qui connaît aussi les exemples des fois où il y a un bug ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il vous faudra au contraire, si vous êtes à l'hôpital, embaucher quelqu'un de plus, ou que dans votre service de radiologie, il y a 3 personnes, il faudra en embaucher une 4e, ou peut-être que sur les 3, vous en garderez 2 qui ont une formation plus classique, et 2 autres qui, eux, seront plus formés avec l'algorithmique. Mais sur ce genre de choses qui agissent sur un endroit critique, votre santé, et où il faut connaître aussi des algorithmes qui évolueront rapidement, je crois pas une seconde au fait qu'il va y avoir un grand mouvement d'extinction des radiologues dans les hôpitaux. Mais maintenant, prenons un autre exemple qui lui est réellement menacé, les photographes. Et là, c'est une communauté qui est actuellement complètement terrifiée par l'arrivée de l'intelligence artificielle. On connaît la grève des scénaristes de Hollywood en ce moment, mais du côté des photographes, l'ambiance est peut-être encore pire. Dans les concours de photos, on a de plus en plus de mal à distinguer une photo entièrement. Je vois le photographe ici qui opine. À distinguer si quelque chose a été entièrement fait. Traditionnellement, dans une photographie, il y a est-ce que le photographe était là au bon moment, a réussi à capturer la bonne combinaison de personnes. Des fois, il faisait enjoliver son récit en disant j'ai fait 1 semaine pour trouver la configuration, j'ai attendu 3 heures avant que passe le lynx ou que le gamin passe, etc. Bon. Et là, quelques trucs avec Dali ou un autre, ça vous génère le machin comme si vous étiez, ça vous le modifie, etc. C'est très inquiétant. Et si vous êtes photographe, vous travaillez à fournir des journaux en envoyant une image qui illustre ci ou ça, c'est tellement facile. Tellement facile. Le journal, au lieu de vous appeler vous, va demander fais-moi une photo du pape en réunion avec ceci ou cela, fais-moi une photo de tel voyage, etc. Ça ne coûte rien. C'est pas un enjeu vital, au sens où ça ne met pas la vie de gens en danger, ça vous simplifie la vie. Là, c'est très menacé. Certains photographes que j'ai rencontrés me disaient même les seuls qui ne sont pas du tout inquiétés, ce sont les photographes de cérémonie, ceux qui viennent officier dans les mariages, ou peut-être ceux qui viennent officier à la fête de l'UMA, parce que eux, ils s'inscrivent dans un événement festif dont on veut garder les traces. Mais ceux qui doivent fournir des photos ou fournir des témoignages sont très menacés, effectivement. Ça s'inscrit dans un domaine plus général qui est dans la culture, même bien avant qu'il y ait les IA génératives. Depuis que le numérique est arrivé, on n'a pas trouvé les bons modèles économiques pour la juste rétribution du producteur de culture. Et ça, c'est un problème qui est venu depuis des décennies et qui continue de plus belle. C'est un chapitre, peut-être certains diront c'est le clou, dernier clou sur le cercueil, peut-être pas, mais en tout cas quelque chose qui interroge énormément. Merci. Alors, ton point de vue là-dessus, Yvan? Alors, je pense qu'il faut prendre les choses à un autre niveau, si vous permettez. Parce que tout ce qui a été dit là est très, très juste, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est ce qu'on appelle des technologies de rupture. Ce qui a porté le monde capitaliste, pour utiliser le terme, c'est la machine à vapeur, qui a porté la révolution industrielle. C'est une rupture dans la façon d'utiliser l'énergie, ce qui a permis le transport, qui a permis la grande industrie et tout ça. Je pense, d'ailleurs je l'ai écrit dans un livre qui est là, que aujourd'hui, on est face à de nouvelles forces productives, ce qu'on appelle les forces productives en termes marxistes. C'est-à-dire qu'on a les moyens de modifier complètement le système de production et d'échange. C'est pas... Alors, c'est vrai, il y a tel métier qui sera impacté, qui va être changé, des nouveaux qui vont apparaître, des choses comme ça. Ça, c'est vrai, je dirais, au niveau local. Mais du point de vue global sur la société, c'est une autre société qui va apparaître à un moment ou à un autre. Mais elle n'apparaîtra pas toute seule. Il faut qu'on s'en empare.
Il faut s'emparer de ces nouvelles technologies, de cette nouvelle science, de ces avancées scientifiques et techniques. Comment ça ? Oui, Madame Lipuma, elle a apporté quelque chose qui est nouveau. Une des forces productives majeures de l'humanité, c'est la nature. Or, elle est très maltraitée par le système, par un système qui est essentiellement individualiste. Or, il y a un destin commun à l'ensemble de l'humanité. Pour pouvoir le gérer, on ne peut pas le gérer localement uniquement. Et c'est avec une approche comme le fait Madame Lipuma qu'on peut commencer à y arriver et tout au moins à poser le problème. On n'est pas aujourd'hui en mesure de résoudre le problème global, mais je pense qu'on est en mesure de le poser. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? C'est pas tel ou tel aspect qui est important. J'entends, historiquement parlant. Dans l'immédiat, oui, c'est important. Mais projetons-nous, j'ai des petits-enfants, je voudrais qu'ils vivent dans une autre société qui ne soit pas basée sur l'individualisme forcené. Parce que l'individualisme forcené conduit à l'échec, il conduit à la mort fondamentale de la société elle-même. Et là, je pense, moi, que l'utilisation massive de l'informatique, de ce que certains appellent l'intelligence artificielle, des réseaux, peut permettre précisément de gérer ce bien commun de l'humanité avec des nouveaux travaux, libérer les individus de ce qu'on appelle le travail aliéné, c'est-à-dire le travail forcé parce qu'il faudra rapporter un salaire à la fin du mois. Il faut passer du travail aliéné au travail choisi. Et ça, je pense qu'on commence à en avoir une. Il ne faut pas oublier que c'est une tendance lourde de l'humanité. Hein, sur le siècle qui vient de s'écouler, là, si on se base sur 35 heures, on a diminué le temps de travail annuel de 17 semaines. C'est pas rien. Et on peut continuer. Il est inadmissible aujourd'hui, d'abord, la retraite à 64 ans, c'est une honte. C'est simplement pour augmenter les profits. Aujourd'hui, déjà Keynes, en son temps, disait qu'avec 15 heures de travail par semaine, ça suffisait, bon, avec la façon dont il voyait les choses. Mais c'est vrai, fondamentalement, c'est vrai. Et ça, c'est l'IA, l'informatique, ce que j'appelle la cyber-révolution qui le permet. Et c'est à nous de nous en emparer. Bien. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que le public vienne, mais avec des questions les plus précises possibles, les plus courtes possibles, pour que la parole soit donnée au maximum de personnes et que les intervenants aient un temps de réponse qui ait du sens. Il y a monsieur là-bas qui a déjà levé sa main, et il y a madame. Oh là là, ça y va. Alors je ne sais pas comment... Tu peux? Formidable. Alors il y avait d'abord monsieur là-bas, et puis alors monsieur là, et des personnes par là-bas. Oui, bonjour. J'ai deux remarques. Une première sur les aspects négatifs liés à la perte éventuelle d'emploi. On a appris hier dans la presse qu'il y a une société quand même qui est spécialisée dans la veille, dans la veille journalistique ou je sais pas, qui sur 383 emplois a prévu de supprimer 217 emplois, donc imaginez, 217 sur 383, pour remplacer ces emplois par de l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'était la première remarque. Maintenant, merci pour le débat, et je suis très content d'avoir entendu des choses très positives, notamment dans le domaine, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine, on va dire, voilà, très bien. Par contre, moi je suis militant CGT dans une entreprise de l'aéronautique et aéronautique militaire. Et on n'a pas parlé de grands dangers qui peuvent se passer, notamment dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, et notamment dans la prise de décision.
Aujourd'hui, nos dirigeants sont en train de se poser la question sur la place de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire et jusqu'où ça pourra aller. Et la question de la prise de décision, notamment dans les décisions de tir, puisqu'on parle de domaine militaire, se pose en ce moment. Et je suis surpris qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de débat, que ça ne soit pas repris, notamment par les politiques, parce que là, il y a des vraies questions qui se posent. Alors quand nous, en tant que militants CGT, on pose des questions à nos dirigeants, ils nous répondent tout de suite du tac au tac, mais non, ne vous inquiétez pas, la prise de décision, une décision de tir par exemple, se fera toujours par un être humain à la fin. Sauf que, moi je ne les crois pas, parce que quand on voit les autoroutes, ben, ils nous ont promis tous qu'il y aurait toujours des personnes dans des cahutes pour payer nos péages, et ils ont complètement disparu pour être remplacés par des automates. Donc la question de la prise de décision dans le domaine militaire et justement le remplacement par de l'intelligence artificielle aujourd'hui se pose, et ça pose vraiment un véritable problème éthique, et il serait bon que des sociologues et des philosophes se penchent aussi sur la question, et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. On va peut-être prendre plusieurs questions. Bonjour. Alors, en fait, j'avais deux questions. Parce que ce matin, j'ai assisté à l'Agora sur une conférence qui était sur l'intelligence artificielle. C'était cauchemar ou révolution. Et je suis arrivé avec 5 minutes de retard. Je me suis demandé pourquoi on parlait d'intelligence artificielle alors qu'il s'agissait de l'exploitation en fait, de personnes dans les pays où il y a une grande pauvreté. Pourquoi on en est arrivé à parler d'intelligence artificielle dans ce cas-là? Et moi, bon, j'ai fait ma carrière dans l'informatique, donc j'ai fait des projets avec de la lecture, de la reconnaissance automatique de données. J'ai vu des projets où il y avait des suppressions d'emplois, en fait, à l'arrivée. Donc moi qui suis de gauche, j'étais un peu embarrassé. Mais maintenant, je vois arriver en fait des langages naturels. Et donc, moi j'ai commencé ma carrière comme ingénieur développement, et je me demande, avec l'arrivée de ces langages naturels, quel va être l'avenir en fait du métier d'ingénieur en développement. Voilà. Je crois qu'il y avait une personne là-bas qui avait levé la main. Bonjour, merci. Dans les métiers de la voix, les comédiens, les comédiennes, le doublage par exemple, aujourd'hui on dit que c'est bluffant tout ce que l'IA arrive à faire, mais on dit que pour l'instant ça manque de sensations, de voix, de souffle, etc. Moi j'ai deux questions là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer que très bientôt ça ce sera quand même possible par l'IA, et est-ce que ça ne fonctionne que par renforcement, c'est-à-dire que s'il n'y a plus, en imaginant une dystopie, s'il n'y a plus de voix et de gens qui parlent, l'IA après ne pourra plus imiter, ou alors est-ce qu'elle pourra créer elle-même quelque chose qui sera sensible par la voix? J'espère que c'est à peu près clair. On prend encore une dernière peut-être, il y a beaucoup de monde. Ne vous en faites pas, c'est qu'une première série de questions, hein. Il y aura une deuxième série de questions. Hein. Bonjour. Oui, ok. J'avais une question sur les serveurs informatiques. Donc, parce que pour faire marcher les IA, il faut beaucoup de données qui s'entassent dans des serveurs, qu'il faut aussi faire beaucoup refroidir. Et donc, niveau climatique, écologie, comment ça se passe? Quel choix on fait par rapport à tout le CO2 qui est émis de ces serveurs, par rapport à ce que peut apporter l'IA? Alors, mais ça marche. Voilà, donc pour cette première série de questions... Je peux démarrer directement ? Allez, je vais lancer. Comme il y a beaucoup de questions, je vais essayer, une fois n'est pas coutume, d'être bref dans les éléments de réponse. En premier, oui, il y a le métier veille journalistique, pour le coup, est très exposé. Parce que c'est un métier où on demande un savoir généraliste, faire des synthèses, des résumés, de la veille. Faire de la veille, des synthèses, des résumés, l'IA est très bonne. Quels sont les métiers journalistiques, en revanche, qui sont pour l'instant protégés? Ceux pour lesquels il y a un style qui est demandé, un journaliste qui a un angle particulier, qui ajoute de la valeur
de l'idée, de l'idéologie sans sens péjoratif dans le mot idéologie. Mais il s'agit juste de faire des résumés des nouvelles qui se passent ici et là. Bah oui, l'IA c'est tellement efficace qu'on ne voit pas tellement pourquoi l'agence maintiendrait autant d'emplois sur ces emplois tellement généralistes. Sur l'aéronautique militaire, c'est un domaine sur lequel qui patine au niveau du diagnostic et de la question éthique. Un scientifique très engagé là-dessus est Stuart Russell. Maintenant, sur cette question de prise de décision, sans vouloir être conclusif sur l'ensemble, je voudrais insister sur le fait que dans les guerres, vous avez tant et plus de décisions prises par des humains qui sont juste des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et tout ce que vous voulez. Parfois une erreur de tir qui anéantit une école, parfois c'est l'école qui est touchée de façon explicite, et ainsi de suite, tant et plus. Si la question c'est juste, si la peur c'est juste celle de l'algorithme aidant à prendre la décision, à mon avis on loupe une partie gigantesque du débat. Sur la question IA, cauchemar, révolution, quel futur d'ingénieur de développement, on aura plus il y aura d'IA, plus il y aura besoin d'ingénieurs de développement. Éventuellement, changeons de métier, en particulier parce que l'IA est tellement efficace pour écrire du code. N'empêche que même s'il y a écrit du code, après il faut quelqu'un pour avoir le point final, l'éditorat final, ou vérifier que le code a été bien écrit par ci comme ça, ou comme chef de projet pour les différents modules, ou qui sait quoi. Sur la question du doublage, je ne sais pas. Peut-être que ça progressera et que effectivement les métiers de la voix et les métiers du doublage seront pris. C'est déjà le cas enfin vous avez toutes sortes de fonctions pour dire automatiquement un texte qui est écrit, très intéressant si j'étais non-voyant, je trouverais ça formidable d'avoir autant de textes qui sont accessibles, certes pas avec toute l'ampleur, la vigueur d'une actrice ou d'un acteur, mais quand même qui me permet de savoir ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'il y a pour la suite à voir? Pour les serveurs et données, énorme sujet, bien sûr c'est très consommateur d'énergie, données. Maintenant attention, en matière d'informatique en général, d'habitude, c'est pas l'impact des serveurs qui écrase tout, c'est l'impact des outils personnels, parce qu'eux ils sont multipliés par des milliards. Donc les micro-ordinateurs, les téléphones portables, tout ça ont une empreinte qui est juste phénoménale en consommation d'énergie et en production de matière, qui est pour un smartphone, la majorité de l'empreinte écolo, c'est sur ce qu'il a fallu pour le produire, hein, pas sur l'énergie qui tourne. Il y a des plein de chiffres un peu contradictoires qui viennent. On dit que le secteur de l'informatique globalement, c'est quelque part entre 2 et 4% de l'empreinte carbone globale. C'est à peu près au même niveau que le secteur de l'aviation tout entier, donc c'est parfaitement non négligeable. Excusez-moi, Mathilde Clément, responsable R&D Innovation chez Microfito. Donc naturellement, nous, c'est des questions qu'on s'est posées avant même de se dire qu'on allait utiliser l'IA. On n'a pas des solutions miracles, et je suis complètement d'accord avec M. Villani, mais il faut savoir qu'il y a quand même des solutions minimisantes. Les serveurs, ça dégage une chaleur de dingue. Et en fait, maintenant, quand on construit une salle serveur, on les oriente tous de la même façon, on récupère cette chaleur et ça va chauffer les réseaux d'eau d'un bâtiment entier. C'est exactement le cas de choix de l'université de Bordeaux, par exemple. Son serveur informatique qui est énorme alimente le réseau d'eau chaude de toute l'université. C'est pas neutre, mais c'est déjà une avancée. Et vu l'approche que nous, aujourd'hui, on a choisi de mener pour l'environnement, on est bien sûr obligé de se poser ces questions-là. Merci. Oui, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, en vous disant que pour faire jouer un ordinateur au Go, on avait utilisé un superordinateur qui fait 20 milliards d'opérations par seconde. Il faut comprendre la consommation électrique que ça représente. C'est terrible. Il faut mettre une centrale nucléaire quasiment derrière pour alimenter ça. Or, c'est mon point de vue. C'est que c'est pas ça l'avenir de l'IA. D'abord, je fais remarquer que l'IA n'a jamais créé un jeu. Je reste un peu dans le domaine des jeux. Il joue aux échecs, il joue au Go, mais qui a inventé le jeu de Go ou le jeu d'échecs, ce sont les humains. Parce que ce qui est important, il y a déjà des... C'est pas Cédric qui me dira le contraire,
on sait faire générer par un ordinateur des centaines et des centaines de théorèmes de mathématiques. Le problème, ce n'est pas le nombre de théorèmes. Le problème, c'est de savoir ce qui est utile à l'humanité. Est-ce que ce sont des théorèmes utiles ou pas? Et ça, c'est pas l'ordinateur qui va le dire. Hein? Fondamentalement, l'humain, il est là. C'est ça que j'aimerais qu'on attrape ce côté intelligence artificielle que j'aime pas, qu'on l'attrape de ce côté-là. C'est-à-dire comment on va l'utiliser et pourquoi. Hein, parce qu'effectivement, c'est très puissant. J'ai écrit, je crois que c'est là-dedans, d'ailleurs, j'en sais rien, je m'en souviens plus, que si on voulait, aujourd'hui, on pourrait faire des films avec Jean Gabin dedans. Oui, c'est pas un problème, ça. Fondamentalement, on sait le faire. Est-ce qu'on veut le faire? Pourquoi on le ferait? Hein, c'est pas parce qu'on sait faire des choses qu'il faut les faire. Après, pour revenir sur la question qui a été posée sur le militaire. Au niveau du militaire, mon point de vue, encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Mon point de vue, c'est pas la décision de tir, c'est qu'il n'y ait pas de tir. Hein, c'est qu'on arrête, on arrête les armes nucléaires. Il faut aller vers le désarmement. La bataille, elle est là. Elle n'est pas sur l'intelligence artificielle de la décision du tir ou quoi. Faire appliquer le traité d'interdiction des armes nucléaires, nom de Dieu. Il n'y avait pas besoin d'invoquer Dieu dans l'affaire. Alors maintenant, on va passer à une deuxième série de questions. Tu avais des gens qui ardemment levaient les bras par ici. Ce monsieur là-bas, en loin, Ray de Rich, il avait l'air d'en vouloir. On va commencer ici, je vous rejoins, je vous promets. J'ai embêté plus de questions qu'une seule. Je vais essayer d'être très concis. La première, c'est est-ce qu'on peut imaginer que si nous alimentons collectivement correctement les bases de données des IA en y contribuant, on puisse arriver à quelque chose de concret et de positif, comme je pense à l'exemple de Wikipédia. Est-ce qu'on peut arriver à une espèce d'intelligence collective mise sous forme d'un site? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, finalement, c'est plutôt en matière juridique. Finalement, dans quelques mois, nous allons avoir des machines de guerre qui seront autonomes, gérées par des IA. Est-ce qu'il faudrait peut-être s'attarder un instant à faire les conventions de Genève pour l'IA, c'est-à-dire d'une part pour les machines qui pourraient être développées, et peut-être aussi donner peut-être une certaine limitation à... C'est ce que proposaient là justement je crois Mark Zuckerberg, il me semble, qui avait dit, ou Elon Musk plutôt, qui voulait qu'on fasse une limitation. Est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu à l'évolution de ces technologies? Merci. Alors, bon, déjà, deux lieux communs, mais bon, qui paraissent essentiels, mais du coup, sur la question d'une technologie qui n'est pas mauvaise ou bonne en soi, mais c'est quelle utilisation on en fait. Bon, ça c'est... Et la deuxième chose, c'est pas la destruction d'emplois, mais c'est du coup comment est-ce qu'on se bat pour que le fait qu'il y ait du temps de travail qui soit gagné, ce soit réparti entre tout le monde. Bon, ça c'est... Mais après, sinon, j'avais plutôt une question sur... les moyens de production, c'est-à-dire en gros sur notre intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai commencé à lire le bouquin là, qui est sur la table de Yvan Lavallée, qui est super intéressant, donc je vous le conseille. En gros sur ces moyens de production, est-ce que du coup le capitalisme n'est pas aussi en train de créer la corde qui va le pendre sur le fait qu'avec l'intelligence artificielle, même si les serveurs nécessite d'avoir des moyens financiers pour les avoir, même s'il y a des applications qui sont payantes, est-ce que ça, en démocratisant les intelligences artificielles, est-ce que du coup il n'y a pas la possibilité du coup de se passer du capitalisme notamment sur ce domaine et que finalement ce soit quelque chose qui puisse être sorti du capitalisme, un peu sur la question de Wikipédia, un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'était très clair. Merci, bonjour. Moi j'avais une question en tant que chercheur. On est souvent confronté à la nécessité de parler de nos sources, de les mettre en évidence. Comment ça se fait qu'on peut être dans une société où il y a des IA qui créent du discours, de la pensée, sans qu'on soit au courant que cette pensée créée soit issue d'une machine et qu'elle n'ait pas besoin
de donner sa source, ou de dire que la source, c'est la machine et pas un être humain individuel. Bonjour, moi j'aurais bien aimé qu'on parle de comment les partis politiques peuvent enfin avoir une vision globale sur toutes ces questions du numérique. Moi je fais partie des gens qui en décembre 2011 ont créé le Front de gauche du numérique libre. On a été un petit peu remarqué par la population et notamment les militants des milieux du numérique libre, des logiciels libres, etc. Mais pas suffisamment pour que malheureusement la campagne ni de la présidentielle de 2012 ni des législatives n'ait vraiment pris en compte nos thèmes. On avait peut-être raison trop tôt, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, on a eu le 50e anniversaire du putsch de Pinochet, et donc le 11 septembre, là, a été publié un article que je vous engage très vivement à lire de Yevgeny Morozov, qui parle des Santiago Boys, entre guillemets. Évidemment, c'est un jeu de mots par rapport aux Chicago Boys, ils ne s'appelaient pas comme ça eux-mêmes à l'époque. Donc Allende avait embauché des informaticiens de très haut niveau dans le but de pouvoir sortir de la dépendance technologique de son pays aux États-Unis. Donc je pense que lui avait déjà compris beaucoup de choses à l'époque, que malheureusement il n'a pas du tout eu le temps de mettre ça en œuvre, mais en tout cas, voilà, je pense que les partis politiques de gauche doivent absolument se poser ces questions-là, parce que oui, je suis entièrement d'accord, le capitalisme nous a fabriqué un peu la corde pour le pendre, mais par contre, une question qui va absolument devoir être prise en compte, c'est qu'est-ce qu'on fait tous ces métiers-là, nouveaux métiers qui peuvent exister, et les métiers qui ne seront pas détruits, ce sont des métiers intellectuels hautement qualifiés. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tous ces gens qui ont encore l'âge de travailler et qui n'ont pas la formation initiale leur permettant de s'intégrer dans ces milieux, ces métiers-là? Oui, une remarque. Alors, par exemple, dans le domaine du droit, le gouvernement qui pense résoudre tous les problèmes de manière technologiste envisage de ne pas augmenter le nombre de greffiers et de juges en faisant faire des jugements automatiques par des logiciels d'IA. Donc la question, c'est est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas embaucher, alors que chaque cas qui est jugé est humainement particulier, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se battre pour avoir des emplois supplémentaires qui jugent très humainement plutôt que de mettre de l'IA à la place déjà. Et mon deuxième réflexion et question, c'est concernant les sources de l'IA qui utilisent énormément tout ce qui est sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, aux États-Unis, ChatGPT et Microsoft ont été attaqués par un groupe d'utilisateurs qui considèrent qu'on a utilisé leurs données sans les rémunérer. Alors c'est sur l'aspect financier, mais nous, ça nous pose des questions éthiques. Voilà, comment ces algorithmes liés, enfin qui avancent grâce à des statistiques, utilisent les réseaux sociaux. Et puis le risque aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque justement, par exemple, on sait que l'extrême droite est très présente dans ces réseaux, que ça génère pas en effet des fake news, ou que ça devienne, puisque ces statistiques, s'ils sont très nombreux, des vérités qui ne le sont pas. Si vous voulez bien, je voulais juste... Bon. Ça marche, même sans le voyant rouge. D'accord. Je vais juste rebondir sur une remarque du participant. Sur l'exemple de l'avocat. Sur l'exemple de l'avocat. Moi, je pense qu'il est intéressant pour un avocat de pouvoir avoir accès à l'ensemble de la jurisprudence en utilisant l'IA. Ça lui donne des données qui vont l'aider à défendre sa cause. Par contre, la défense de la cause du prévenu, ça suppose une connaissance fine du cas particulier, et c'est là que l'humain est intéressant. Donc je pense que ce qu'il va y avoir, c'est une transformation de certains métiers, s'appuyant sur la possibilité de collecte de données très, très nombreuses, pour ce qui est du travail répétitif, parce qu'il n'y a rien d'érotique quand on est avocat à aller chercher la jurisprudence, on est bien d'accord. Bon. Alors que défendre un cas particulier avec sa conviction et son intelligence, c'est là qu'est le plaisir du métier. Donc je crois qu'il y a une série de métiers où certaines tâches, et d'ailleurs c'est un peu ce que vous disiez, certaines tâches peu passionnantes prennent beaucoup moins de temps grâce à l'IA. Mais à condition de ne pas supprimer le métier et au contraire de renforcer les caractères créatifs et humains. Et c'est ça qui fait une bonne société de mon point de vue. C'est tout. Juste, en tout cas, je pense que moi, ce que j'entends là dans le débat,
le sujet là c'est l'IA, mais pour moi il est valable pour toutes les technologies en fait, quels que soient les sujets, toutes les biotechnologies ou autres, où en fait il faut bien s'assurer que la technologie n'est pas un but en soi, à quoi elle sert, elle est au service de qui, pour en faire quoi. Et c'est important, moi je le vois par exemple dans l'écosystème des jeunes pousses justement, où il faut qu'on arrive à voir émerger des jeunes pousses qui sont là pour répondre à des enjeux, qui s'appuient sur des technologies pour répondre à des enjeux, mais qui ne vendent pas la technologie en tant que telle. Elles sont juste là pour l'utiliser, pour arriver à faire quelque chose. Et je pense que la finalité et tout le courant qu'on voit maintenant de la high tech est très important, c'est d'arrêter de cette course effrénée de la tech pour de la tech, mais de se remémorer pourquoi on fait ça, quelle est l'utilité finale, quel est l'usage. Parce qu'effectivement, si on démocratise quelque chose par de la technologie, l'impact peut être négatif. Donc il faut toujours réfléchir avant à la finalité, à mon sens. Quelques éléments. D'abord, je me dois de faire un commentaire sur le mot théorème utile, évoqué par Yvan. Mathématicien reconnaît la légitimité de chercher les théorèmes utiles, mais revendique aussi le droit de chercher les théorèmes beaux. Pour l'art simple, art pour l'art, et c'est quelque chose de quoi il ne faut pas transiger. Merci. Merci. Bon. Convention de Genève. Pour l'IA et la militaire. Pourquoi pas, mais une arme automatique, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça pas juste une échappatoire, comme on dit souvent, comme souvent le lobbyiste vous dit vous n'avez pas de bonne définition de votre truc là. Si vous cherchez à le mettre comme définition dans le système légal, vous ne pouvez pas juste le faire comme ça. Il faudra être plus précis dans les usages. Parce que par exemple, en quoi une mine antipersonnelle enterrée, l'un des pires fléaux de l'humanité, c'est pas une arme à déclenchement automatique. Il n'y a aucun humain qui prend la décision pour la bombe d'exploser. C'est quand on passe dessus que la personne se retrouve avec une jambe en moins ou tuée. Bon. Donc ici, il y a une sérieuse question de définition à voir, et ensuite on se souvient que la Convention de Genève, elle est violée sans arrêt. Encore maintenant, sur le front en ce moment, dans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, les conventions internationales ne sont pas vérifiées. De façon générale, dans les rapports entre les pays, les conventions internationales sont juste pas vérifiées. Elles sont plus ou moins en fonction de la pression qui peut être mise, mais c'est pas juste qu'un texte qui suffit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas signer le texte, mais il ne faut surtout pas croire qu'en soi c'est suffisant. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça. La techno, dire que la techno elle peut être parfois bonne, parfois mauvaise, c'est vrai. En revanche, on n'a pas le droit de dire que la techno est neutre. Parce qu'une technologie, ça vient s'inscrire dans des pratiques humaines. Ça vient avec la création d'intérêts constitués, donc avec des économies ou des lobbies qui se forment. Ça vient aussi s'insérer dans des réflexes cognitifs qui sont les nôtres, ou dans des addictions. Il n'y a aucun doute que l'usage, l'addiction que nous avons aujourd'hui aux écrans, aux réseaux, à la technologie n'était pas prévue par les concepteurs, et que c'est une conséquence néfaste inhérente à la technologie dans son interface avec nous. Et quand vous relisez aujourd'hui les rêves d'il y a 25 ans, au tout début de l'Internet, des pères fondateurs sur ce que allait être l'Internet, un espace d'harmonie entre les humains qui permettrait d'éviter les conflits, de partager le savoir librement, c'est juste rigolo. Ils étaient sincères, mais c'est juste pas ça. Et parce que la technologie est arrivée, s'est insérée dans nos réflexes d'addition, notre propension à nous énerver quand on discute avec quelqu'un sans l'avoir en face de nous et sans les réflexes qui permettent de désamorcer les conflits, et puis tous les intérêts financiers, les gigantesques intérêts qui sont venus là-dedans. Lisez, je vous recommande Toxic Data de David Chavalarias de l'Institut des systèmes complexes, une lecture effrayante par rapport à ça. Sur les questions de tout à l'heure, je disais sur la culture, sortir la culture du champ habituel capitaliste. De façon générale, je répète, on n'a pas les bons, encore prouvé, se sont pas imposés en tout cas les bons modèles économiques et humains par rapport aux défis de la culture dans l'ère du numérique. Où le numérique vient avec des choses telles que la reproduction instantanée et facile, met en tension toutes les questions de droit d'auteur et le modèle économique classique. Souvenez-vous, il y a 14 ans, je pense, quand le président Sarkozy créait à grand renfort médiatique Adopi,
et la haute autorité censée empêcher les téléchargements illégaux et permettant ainsi de protéger les auteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, on a dit bon, on laisse tomber, les amendes, ça ne marche juste pas. Et à l'époque, c'était vu comme ce réflexe contraignant qui allait permettre, en tout cas c'était la position que défendait Nicolas Sarkozy, j'y ai jamais cru une seconde, que ça allait permettre par ces réglementations, cette punition, d'échapper à l'extraordinaire fluidité et facilité que donnait le numérique pour contourner tout ce qu'on pouvait mettre comme règles et comme copyright. Maintenant, pour citer les sources, le savoir qui vous est rendu par ChatGPT, il est créé d'une part par l'algorithme et ce qu'il a produit éventuellement en renforcement, mais d'autre part par les sources innombrables. Si ChatGPT doit rendre exactement, directement où il a trouvé l'information qu'il nous donne, il doit citer des centaines, voire des milliers, voire des millions de personnes, qui sont eux des humains physiques ou des entreprises. Mais c'est juste impossible. Et on a ça à prendre en tête. Maintenant, je vais aussi mettre un autre élément dans la mare. Même chez les personnes qui sont des pros, qui sont cultivées, qui sont instruites et tout ça, c'est tellement facile de se laisser prendre par l'image sans vérifier la source et en la diffusant. Il y a quelques mois, un journaliste bien connu de Libération, 4 mers, se retrouvait à diffuser sur les réseaux des images d'un camp d'entraînement de robots guerriers. Bon. Quelqu'un qui connaît un temps soit peu le sujet, pouvait voir tout de suite que c'est des fausses images, que les robots guerriers sont aujourd'hui pas en état de faire ce qui était dans le film. Pour autant, le collègue 4 mers, malgré toute sa sophistication, malgré son éducation, malgré le fait qu'en tant que journaliste il a l'habitude de vérifier ses sources, s'était fait avoir et propager la confusion comme n'importe quel citoyen. Ça doit nous rendre humbles. Sur les métiers de bas niveau, attention, les métiers bas niveau ne sont pas en danger de remplacement pour la plupart. L'IA remplacera jamais l'auxiliaire de santé ou d'aide de vie. Le balayeur, la balayeuse, on ne sait pas aujourd'hui faire un robot balayeur. Et alors on en reparlera, mais ça dépend de la condition dans laquelle on fait travailler. L'environnement physique japonais n'est pas le même que maintenant. En revanche, le vrai danger pour les métiers de basse qualification, c'est celui d'être davantage oppressé par les puissances déjà existantes avec l'aide de l'algorithme. Votre DRH qui trouve les moyens de vous mettre davantage de pression, votre responsable des emplois du temps qui vous sort des emplois du temps juste abominables, optimisant son revenu, mais vous demande des contraintes qui sont juste impossibles. C'est bien ça, le fait de venir s'inscrire dans des rapports de pouvoir déjà existants, mais en les renforçant. Lisez Weapons of Math, MATH Destruction de Cationi, ça a quelques années déjà, mais c'est toujours d'actualité. Et ça vous montre tout un ensemble, ça c'est sur l'aspect cauchemar, d'exemples déjà appliqués où l'algorithme a été cauchemardesque, le résultat cauchemardesque, soit à cause de l'incompétence et du manque de contrôle du produit et fait avec de bonne foi, soit parce que c'était utilisé à des fins non éthiques ou par des personnes qui veulent l'utiliser pour asseoir leur domination. Ça peut être à tous les niveaux, relations de travail, relations colonialistes, etc., etc. De façon générale, la technologie en général, comme c'est mieux exploité par le puissant, qui a davantage de moyens, davantage d'instructions, davantage de personnes pour travailler à son service, ça renforce les inégalités déjà existantes. Parfois, il y a une révolution qui permet de chambouler les choses, mais le plus souvent, statistiquement, ça renforce des rapports de domination déjà existants. Jugement automatique. Premièrement, c'est dur de juger, on ne peut pas juste le renvoyer dans les cordes quand on voit l'état aujourd'hui d'engorgement de nos tribunaux avec des affaires qui attendent parfois des années, 10 ans avant d'être jugées, et ce qui est juste insupportable pour une société, déni de... ça rend l'état de droit juste inopérant, et si, dans certains cas, l'IA vous permet d'accélérer la résorption de ce retard inacceptable, c'est pas juste à jeter. Le dernier livre de Dan Kahnemans, de Cass Sunstein, et le troisième co-auteur, qui s'appelle Noise, Siboney, le troisième co-auteur, revient en détail sur le jugement et montre combien, certes le jugement automatique c'est un truc qui peut faire peur, mais le jugement humain est tellement plein de problèmes et d'inégalités invraisemblables qu'il ne faut pas a priori jeter l'option du jugement humain assisté par algorithme. Le nombre des cas, ça a été prouvé par exemple que dans certains cas, selon le juge, ça a été fait pour des études dans le système fédéral américain, selon le juge qui va juger votre affaire, votre peine, elle peut varier du simple au double.
Et vous pouvez dire, ben oui, mais c'est la force de l'humain qui impose son arbitraire humain. On peut dire juste, c'est intolérable. Selon l'heure à laquelle le jugement passe, ça a été démontré. Vous allez avoir une peine plus ou moins lourde. Normal, le juge, juste après son repas, est un peu endormi, plutôt clément. Juste avant son repas, il est plutôt énervé, plutôt moins clément. Dans certaines affaires, ça a été varié. Le taux de jugement clément versus défavorable va varier du simple au double juste en fonction de l'heure. Alors quand on voit ça, il ne faut pas être trop orgueilleux sur notre capacité d'humain à rendre des décisions justes. Alors, s'il vous plaît, je suis un petit peu en désaccord avec la conclusion de Cédric, mais c'est uniquement sur ce petit point. Il était bien naturellement arrivé en tant qu'enseignant de noter différemment un oral d'un candidat selon qu'en effet tu étais fatigué, que tu en avais eu 10 avant, que c'était la première qui se présentait. C'est vrai. Il me semble quand même... Tu ne peux pas comparer l'oral d'un concours de grande école à destination d'envoyer quelqu'un en prison pour 5 000 Bon. Si tu l'empêches de... Enfin bon, allez, on ne va pas rentrer dans le détail. On va pas rentrer dans le détail. Alors, ce que je vous propose, s'il vous plaît, je vous propose... Alors, je vais leur dire une première chose. Là, je tire la couverture à moi. Bon, cette séance a été organisée, donc, par la section universitaire du Parti communiste français de l'Université Paris-Saclay. Non, non. Ces applaudissements, certes, font plaisir, mais ce qui nous ferait beaucoup plus plaisir, il y a une camarade ou un camarade qui va vous distribuer à la sortie un papier, un document de 4 pages qui s'appelle le Nobel et le chaudronnier. Donc, qui intervient sur comment se fait la recherche, comment on aboutit à des résultats, et ça sur la base d'une expérience professionnelle et politique, d'une pratique scientifique pendant une 50aine d'années. Donc, recevez ce document avec tout l'intérêt qu'il mérite, lisez-le, réagissez dessus si vous le souhaitez, ça nous fera plaisir. Bon, et ça vous sera utile, et ça nous sera utile. Bon, mais deuxième chose, on va donner la parole à 2 questionneurs, pas plus, parce qu'il faut savoir terminer une séance quand on a sinon épuisé les intervenants et les sujets, ça on n'y arrive jamais, du moins pour un intervenant particulier, mais voilà, il faut savoir s'arrêter. Alors, je voulais quand même préciser, s'il vous plaît, que Cédric Villani... oui, non, qu'on fatigue au bout d'un certain temps. Oui, non, ça va, n'insiste pas, s'il te plaît. Bon. Donc, Yvan Lavanet est le directeur de Progressiste, hein, la revue qui aussi accueille ce débat et a permis qu'il se réalise, et l'auteur d'un ouvrage. Tu ne nous fais pas la promotion de ton ouvrage pendant 3 heures, et simplement je voulais vous préciser qu'il le dédicacera là-bas, à la petite table là-bas, et il va vous dire 2 mots sur Progressiste, d'accord? Oui, je voulais vous inciter à consulter et à vous abonner et à la lire, la revue du Parti communiste qui s'appelle Progressiste, qui traite des sciences du travail et de l'environnement. C'était essayer de prendre le problème de l'intervention de la science du travail sur la société dans son ensemble et sur son environnement. Prendre le côté écologique au plan scientifique et pas seulement émotionnel. Voilà, entre autres. Mais donc c'est une revue qui paraît 4 fois par an, tous les 3 mois en principe, qui est faite entièrement par des bénévoles, entièrement. Hein, et voilà. Et vous la trouverez en libre sur le net aussi. Mais abonnez-vous, ça nous aide. Voilà. Et puis je me suis permis de commettre un petit bouquin, la Cyberrévolution, qui essaye de poser un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'émergence de l'informatique, des réseaux et de tout ça. Voilà, sans plus. On va prendre les 2 dernières questions. On prend les 2 dernières questions. Simplement, je voulais dire à Laurence que je ne vois pas que les Nobel et le chaudronnier, ils sont tous en coin là-bas dans la grosse chemise rouge. Et on s'excuse auprès de tous ceux qui ne pourront pas s'exprimer. Alors bonjour, moi j'avais juste 2 petites questions. La première étant, au vu des récentes évolutions de l'IA,
notamment avec GPT-4 et GPT-5. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que dans les prochaines années, les prochaines décennies, une IA puisse réussir le test de Turing? Et la deuxième, c'est est-ce que vous pensez puisse passer le test de Turing? Et ma deuxième question, c'était oui. Que pensez-vous de la potentielle place que pourraient prendre les biotechnologies dans l'avenir, notamment au niveau des stockages de bases de données, notamment au niveau du codage ADN, etc. Madame, peut-être une dame. Bonjour, j'ai une question par rapport à l'éducation et l'enseignement. Moi personnellement je patauge un peu dans le chat GPT, mais je sais que des jeunes de 14-16 ans ils sont à fond dedans et qu'un devoir de classe en mettant en philosophie peut être résolu par chat GPT à de 30 exemplaires vraiment différents, c'est pas du copier-coller. Et donc que devient l'enseignement et la correction d'une épreuve d'enseignement dans le cadre où, alors je ne connais pas le domaine mathématique, mais ça se fait dans plein de domaines où la réponse se fait par une intelligence artificielle, comment est enseigner et corriger la qualité de l'enseignement et du savoir humain dans ce cadre-là, quoi. Voilà ma question. Ah bon? Sur le test de Turing, la réponse est oui. Enfin, d'abord, pour que le test de Turing fasse vraiment sens, il faut le préciser, tout ça, mais on se débat de quelle et telle condition, mais oui, ça peut faire illusion pendant un certain temps. Certains débattent pour savoir si c'est déjà le cas ou pas encore le cas, mais à terme, la réponse est oui, sans aucun problème. Sur les stockages, j'ai pas complètement compris la question, mais la question des stockages dans tous les formats de longue date, évidemment, pose des enjeux d'archivage à très long terme de l'humanité considérables, en plus dans des formats dont on ne sait pas trop ce qu'ils dureront. Les bouquins qui ont 1000 ans, ils sont encore là. Qui sait combien de temps durera le format PDF? Il y a des questions là-dessus. Stockage de très longue durée et froid, comme on dit. Il y a aussi tous ces projets complètement dérangeants sur d'autres stockages que l'informatique, genre stockage sur ADN pour qui fait sens quand c'est du très long terme, quelque chose que vous consultez presque jamais ou archivage. Et pour la question éducation, d'abord, oui, on va dire, dans le temps, quand il y avait un devoir à la maison, vous ne saviez pas si c'était pas le papa ou le grand frère ou la grande sœur qui avait écrit le devoir, hein. Et comment on faisait pour remédier à ça? T'entends, il y a des devoirs en classe. Bon, et de la même façon, il y a des devoirs qui sont aussi, de temps en temps, des devoirs déconnectés. Et si l'élève fait de superbes dissertations à la maison et qu'en classe ça n'a aucun sens, ça induira une forte suspicion sur la sincérité de la démarche de l'élève et sur son utilité, parce qu'à la fin, quand il sera évalué, bac ou autre, il n'aura pas le chat GPT pour lui faire la copie. Maintenant, il y a plein de situations et de cas d'école dans lesquels on peut inclure ChatGPT dans l'enseignement, parfois pour des exercices de rédaction, même à petit niveau, par exemple trouvé par un enseignant de primaire pour développer le vocabulaire chez les gamins. On distribue des cartes postales et on demande à l'élève de trouver le bon prompt qui va engendrer quelque chose qui se rapproche le plus de la carte postale qui est là. Ça demande d'avoir les bons mots, le bon vocabulaire, d'arriver à analyser une image, ça permet à l'élève de travailler sans le regard du prof, c'est vachement malin, vachement malin. C'est pas un théoricien de l'IA qui a inventé ça, c'est le prof sur le terrain qui a eu cette idée-là. Il y a plein d'autres exemples ici et là qui sont là. Comme éducation, c'est plein de paramètres multisystémiques et on peut concevoir que ça vient s'inviter dans plein d'angles aussi qu'il faut expérimenter pour savoir. Ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. Je voulais d'abord vous remercier, vous en tant que public, d'avoir tenu le coup si longtemps, mais on a quand même appris plein de choses ensemble. Donc merci aux organisateurs, merci aux techniciens qui ont assuré le son.
vous avez la possibilité, si jamais ils se laissent faire, je ne leur ai pas demandé l'autorisation, mais ils sont capables de refuser ou d'accepter en fonction de leur emploi du temps, de discuter avec Justine Lipuma, avec Cédric ou avec Yvan, qui dédicacera donc son ouvrage dans le coin. Abonnez-vous à Progressiste et exigez, en sortant, je ne sais pas où est passé la camarade, exigez le Nobel et le chaudronnier. Si vous ne l'avez pas, hurlez. Voilà, merci.